Bonjour Pina, Bonjour, je suis bonjour. très heureuse de faire votre connaissance. Moi aussi. Pour moi, c'est une première. Notre rencontre a été l'initiative d'Édouard Mel, vice-président Sciences en Société. Et quand il m'a fait cette offre, j'étais très intéressée d'accepter pour un peu échanger avec vous un double regard. D'abord le regard de l'universitaire turc qui est venu ensuite dans une université française, et puis aussi peut-être votre regard de sociologue sur cette question, que se passe-t-il dans les universités françaises? Alors ma toute première question, Oui. c'est de savoir quelle est la situation actuelle dans les universités en Turquie pour cette égalité entre les hommes et les femmes. Premièrement, je pense que la question de parité en Turquie dévoile beaucoup de choses. Dévoile que on ne peut pas comprendre les questions de parité dans une institution en déchirant la complexité de la société. Parce que tout a un rapport avec une autre dimension dans la société. Et pourquoi? Parce qu'en Turquie, depuis, je ne sais pas, depuis des années 30, depuis des années 25, il y a une grande politique de l'État pour la parité entre femmes et hommes. Alors, dans tous les domaines, ils ont fait une politique très, très importante pour l'égalité entre femmes et hommes. Et parce que les femmes, à la construction de la République, étaient le symbole de la République. Les femmes modernes, des courts jupes, courts cheveux, et très éduquées, et toujours professeurs, bien pilotes de guerre, enseignants, etc., devaient être très visibles. Les femmes devaient être les vitrines de la Turquie. Alors, c'était une grande responsabilité pour les femmes. Alors, on les a invitées pour être visibles, pour être en devant. D'accord. Donc, on a favorisé, en fait... Oui, mais ça commençait depuis les années 25-30. On voit des pilotes de guerre dans les années 35 qui ont bombardé des rebelles, etc. Vraiment. Et alors, c'est une génération qui était toujours les femmes. Nous avons une responsabilité de créer la Turquie moderne, etc. Alors, ça a permis une transformation, disons, mais dans l'apparence. C'est pas vraiment... ce n'était pas une vraie transformation, ce n'était pas une transformation radicale, mais les femmes vraiment étaient très visibles dans la société. Alors, surtout dans les universités, parce qu'on a voulu que les femmes deviennent des professeurs dans tous les domaines. Mais aussi, c'était une construction faite par les hommes. Les femmes n'étaient pas organisées à cette époque-là. Alors, comme elles n'étaient pas organisées, on ne donnait pas la permission de leur organisation aussi. Parce qu'en Turquie, une petite chose, c'est le premier parti en Turquie, après la République, et c'est créé par les femmes. Le premier parti politique, c'était le parti des femmes. Mais après, les gouvernants, les fondateurs de la République n'ont pas permis à ça. Ils ont dit non, vous n'avez pas le droit. On les a créé des associations. Vous allez être dans les associations pour être, comment on dit, fondatrices de la République. Mais elles n'ont pas eu l'occasion de discuter les rapports sociaux de genre et toutes les structures patriarcales. Donc, comment est-ce que ça s'est traduit, en fait, ceci dans les universités en Turquie? Oui, dans les universités, par exemple, comme on a travaillé toujours sur la vitrine en Turquie, dans les vitrines des universités, il y a une visibilité des femmes. À tous les niveaux? Non, pas tous les niveaux. Ça, c'est mondial. C'est une vérité mondiale, mais l'exemple de Turquie nous montre cette vérité mondiale aussi, parce que il y a 50 000 femmes enseignants supérieurs, tandis qu'il y a 70 000 hommes enseignants supérieurs et chercheurs. Alors, c'est bien, c'est pas très, très différent. Surtout pour les maîtres de conférences, en France, je crois, 1 sur 3
1 sur 1 à peu près. 1 sur 1. Conférence. Un homme, une femme. En Turquie aussi, c'est à peu près la même chose. Et chaque année, les femmes, le nombre de femmes augmente. Alors, on parle d'une féminisation du métier de maître de conférence en Turquie. Par contre, quand vous commencez à voir des autres échelles, il y a une évaporisation des femmes. Vraiment, les femmes, on ne voit pas les femmes, se disparaissent, mais on ne sait pas où elles partent. Et par exemple, en Turquie, le féminisme s'est développé très tard, parce que toutes les femmes se croyaient émancipées déjà. Alors, c'est développé après les années 80. Mais c'est développé très vite. Après, c'est institutionnalisé. C'est vraiment très institutionnalisé partout, dans tous les domaines. Et a une grande influence sur les universités aussi. Dans les universités, pas chaque, mais dans la plupart des universités, vous trouvez des institutions de genre, des départements de genre, des groupes de recherche de genre. Et ces recherches sont très, très visibles. Par exemple, on dit que c'est à la mode maintenant le féminisme dans les universités. Si vous voulez un petit peu progresser, c'est bien que vous choisissez quelque chose de genre, etc. Alors c'est devenu un petit peu comme ça. Et aussi, les travaux de genre ont influencé les autres domaines. Par exemple, ils ont beaucoup influencé les sciences politiques. Avant, les sciences politiques, c'était seulement l'État, je ne sais pas, les relations entre les institutions. Maintenant, dans plein de facultés de sciences politiques, vous trouvez des cours de genre, etc. Les professeurs féministes sont très actifs dans les universités. Mais ça ne montre pas beaucoup de choses aussi, parce que quand vous voyez dans l'échelle de hiérarchie dans les universités, vous voyez une évaporation des femmes, elles se disparaissent, on ne sait pas où elles partent, malgré la visibilité comme ça. Par exemple, il y a 5000 professeurs femmes, tandis que les hommes sont 12 000 en Turquie. Mais je vous ai dit que elles étaient plus nombreuses en tant que maîtres de conférence. Et ça augmente. Mais quand elles deviennent professeurs, 5000 professeurs femmes, tandis que les hommes sont 12 000. Alors, mais la présence dans les responsabilités, c'est vraiment très, très symbolique. Par exemple, il y a 165 présidents de l'université en Turquie, il y a seulement 9 femmes. D'accord, c'est proche d'une situation française. Oui. Mais je trouvais très intéressant ce que vous disiez au sujet des études de genre. Oui. Parce que justement en France, maintenant, il y a une volonté forte de promouvoir ces études, sur le genre, de l'inclure. Et on essaie justement de montrer à différentes disciplines, comme la médecine, comme le droit, comme certains aspects des sciences, qu'on pourrait aborder les problématiques en tenant compte justement du genre. Donc on a un souhait de faire développer ça, mais on en est tout au début. On a effectivement une difficulté à faire émerger cette discipline en France. Et donc il y a une volonté politique forte pour aider dans ce sens. Donc je vois que la Turquie est en avance là sur ce sujet-là. Mais ce n'est pas une politique officielle, ça. C'est grâce à des chercheuses, grâce à des enseignants, grâce à des professeurs féministes qui ont vraiment influencé le monde académique. Ce n'est pas une politique qui est venue de l'État. Souvent, c'est mieux quand ça vient de... parce que c'est pour cela, ce n'est pas dans tous les domaines. On ne peut pas voir ça dans la médecine, on ne peut pas voir ça dans les sciences dures. On peut voir dans le droit, dans les sciences politiques ou bien dans la philosophie, il y a plein de féministes. Et même les hommes, vraiment, quand on fait une recherche de doctorat, de l'habilitation, de parcours, et ils se sentent obligés de faire des références aux chercheurs féministes. D'accord. Alors ça c'est bien, mais c'est grâce à des travaux des chercheurs féministes, je crois.
Est-ce que vous faites aussi des lois justement pour assurer une représentation des femmes dans les instances supérieures des universités, puisque actuellement en France, nous avons un projet de loi pour l'enseignement supérieur et la recherche, et où justement on évoque dans certains articles une représentation d'un sexe, alors femme ou homme, à minima de 40%. Est-ce que c'est des choses aussi que vous évoquez dans Oui, votre pays? en Turquie, il y a une grande discussion, il y a une grande lutte autour de ça, mais pour l'instant, je ne vois pas, j'ai pas un grand espoir à propos de ça, parce que maintenant en Turquie, il y a un néoconservatisme qui se développe aussi. Alors, je ne sais pas si on va voir une loi qui garantisse ça. Mais je peux vous dire que la Turquie nous montre vraiment, quand on ne voit pas les rapports sociaux de sexe dans la société, si on ne voit pas les structures patriarcales, si on commence à faire une parité, ça ne veut pas continuer. Ça va, parce que la société va influencer. Va reprendre le dessus. Ce que vous dites, c'est que toute politique qu'on souhaite mettre en place pour assurer une parité doit être suivie ou doit suivre un changement en fait de la société. Oui, c'est ce que vous pensez. Oui. Et aussi, c'est très important pour les universités parce que c'est plus difficile dans les universités de créer ces mécanismes aussi, parce que le monde universitaire se crée vraiment très indépendant de la société, comme s'ils vivent dans Mars, je ne sais pas quoi. Et ils croient que vraiment ils ont une liberté un niveau plus libertaire, plus développé, plus évolué. Mais ce n'est pas le cas. Oui, on peut effectivement, il y a effectivement deux niveaux. Moi, j'aime bien dire qu'il y a deux niveaux. Il y a le niveau institutionnel, où effectivement, là, on peut mettre en place un certain nombre de dispositifs, où on va dire qu'il faut un certain nombre de femmes ou d'hommes dans telles institutions, qu'il faut que dans des jurys de sélection, il y ait autant d'hommes que de femmes, promouvoir les avancées de carrière pour tous, ça c'est institutionnel. Et je crois que là, en France, actuellement, il y a de belles choses qui sont en train de se faire, qui vont se faire, et on peut être assez optimiste. Mais après, il ne faut jamais oublier qu'il y a aussi l'université en tant que telle, de ce qu'elle est. Et là, on sent clairement qu'il y a encore de grands freins, que moi j'appelle des freins culturels. Je crois que là, et quelquefois invisibles, des freins invisibles. Invisibles, non dits. Et là, c'est une autre dimension. Et là, effectivement, savoir où agir et comment agir pour que ces freins culturels qui sont dans l'université, dans les personnes qui font l'université, comment agir pour que ces freins sautent, là, effectivement, il y a encore beaucoup de travail, beaucoup d'avancées à faire et qui ne se feront pas à une échelle de temps courte. Je crois que ça c'est une chose où maintenant on est les chargés de mission, on est assez convaincus, c'est que ça ne se fait pas sur un mandat présidentiel, ça ne se fait pas en 4 ans, ça se fait sur du long terme, avec des mises en œuvre de politiques, notamment d'enseignement sur les stéréotypes ou d'autres mesures, pour qu'effectivement ces freins sociétaux, culturels qui sont dans les établissements, puisque c'est une société en soi, puissent peut-être pas disparaître, mais en tout cas être moins marqués. Voilà, et donc, bon, il y a ces deux aspects. Il y a ce que l'institution peut imposer, et puis il y a ce que les personnes qui composent cette institution veulent bien penser et faire et agir. Voilà, il y a les deux aspects, oui. Mais moi, parce qu'on luttait beaucoup pour avoir dans tous les domaines des cours de genre, etc., moi je croyais qu'en France ça existait. Et je suis à l'université de Strasbourg et je n'ai pas vu vraiment, par exemple pour les doctorants, ou bien c'est pas Alors, c'est une chose qui est à mettre en place. Au niveau des étudiants, effectivement, pour atteindre tous les étudiants, actuellement, il n'y a qu'une seule université en France, qui est l'université Paris 7, Diderot Paris 7, qui a mis ça en place pour tous les étudiants de licence. Alors, de physique, de chimie, de pharmacie, tout le monde. C'est des demi-journées de sensibilisation, on va dire, mais c'est une première étape. Alors ça, c'est sûr que c'est quelque chose qui serait bien dans tous les établissements. Je pense que tout doucement, on va y aller. Et puis après, il y a aussi la formation pour le personnel de l'université.
parce qu'eux aussi doivent être formés à ces stéréotypes ou sensibilisés, hein, peut-être sensibiliser est le mot le plus correct. Et là, par contre, on voit qu'il y a énormément de freins qui se mettent en place. Par exemple, l'Université de Strasbourg propose depuis 2 ans, en formation continue, une unité, un module sur les stéréotypes et les politiques d'égalité hommes-femmes dans l'université. Bon, eh bien, on voit bien qu'à chaque fois qu'on propose l'enseignement, il y a très peu d'inscrits. Il va y en avoir 3, 4, 5, 8, mais pas plus sur l'échelle de l'Université de Strasbourg. Mais c'est normal aussi. C'est normal, ah oui. Oui, pourquoi? Parce qu'on parle d'une hégémonie parce que cette hiérarchie n'est pas venue du ciel, c'est vraiment inscrit dans la société. Alors les gens comment on dit, se sont intériorisés ce problème. Alors vraiment pour montrer, pour qu'ils envisagent avec ce problème, il faut créer d'autres politiques. C'est pas, on ne peut pas faire seulement, oui, il y a des cours ouverts, si vous voulez, venez, etc. Il faut faire obligation, je crois. Je pense que ça doit être obligé. Alors, c'est une question qu'on se pose, effectivement. Alors, je sais qu'à Marseille, il y a une école d'ingénieurs à Marseille qui a rendu ça obligatoire pour toutes les personnes de l'école d'ingénieurs. Moi, je crois que ça doit être obligatoire. Vous pensez que ça serait... Parce qu'il y a une hégémonie dans la société. Hégémonie, c'est quelque chose qu'on intériorise. C'est pas une oppression physique, c'est pas une coercition. Quand tu intériorises une hiérarchie dans la société, tu ne réfléchis pas là-dessus, tu ne vois pas une obligation pour ton avenir. Alors, ça doit être une obligation éthique pour tous les métiers, je pense. Bon, c'est sûr que l'université est un lieu très intéressant pour mettre ceci en place, puisque une grande partie de la société française passe par les universités. Donc, moi, j'ai toujours été favorable à ce qu'il y ait effectivement un enseignement sur les stéréotypes au niveau, par exemple, des licences. Ça peut être en 2e année, mais toutes les licences. Alors, à nouveau, enseignement, sensibilisation, la formule est à choisir. Mais oui, je pense que là, l'université peut encore faire quelque chose pour la société dans son ensemble. Et quand j'ai vu les chiffres en France, j'ai vu que c'est pas très différent de la Turquie aussi. Non, alors ça c'était un point qui m'étonnait quand vous avez donné les chiffres. Donc effectivement, en France, on a exactement les mêmes problématiques. Donc une représentation des maîtres de conférences, on dit 45% de femmes à peu près. Hein. Donc, dès qu'on va au niveau professeur, on est à 20% de femmes. Hein. Donc on chute. Et puis bien sûr, après, tout ce qui est responsabilité, présence dans les conseils, et bien là, plus on avance, comme vous disiez, moins on a de femmes. Les présidents... Vous êtes unique, n'est-ce pas, dans les conseils, dans les présidences? Ah, alors, il y a une femme vice-présidente actuellement, oui, à l'Université de Strasbourg. Bon, ce n'était pas le cas avant. Avant, il y en a eu plus. Mais oui, on sent bien que, de façon générale, en France, on va avoir du mal à trouver des femmes dans des postes de responsabilité. Et ça, effectivement, c'est ce qu'on aimerait changer. Parce qu'il y a la question de la représentation des femmes aussi, de l'image qu'on se fait d'une femme. Comment peut-on se projeter à ces postes de responsabilité s'il n'y a aucune femme? Tout le monde n'a pas envie d'être pionnière dans le domaine. Donc il est clair qu'il faut, ce que les Américains appellent joliment les role models, en tout cas pouvoir, que pour les générations qui viennent, de pouvoir se projeter dans ces fonctions et de voir que c'est réalisable. Parce que quand j'écoute beaucoup de mes étudiantes, souvent, elles font des études, ça c'est acquis, elles veulent faire des études, elles veulent débuter une vie professionnelle, une carrière, mais très vite elles pensent, pour nombre d'entre elles, qu'il va falloir arrêter ou en tout cas revoir à la baisse les ambitions le jour où elles auront des enfants. Voilà. Et donc là, on voit bien, parce qu'il y a énormément d'exemples de femmes qui ont réussi à avoir de très belles carrières tout en ayant des enfants, donc on voit... Pour moi, il me semble qu'on voit qu'il y a un problème de projection. Comment est-ce que la jeune étudiante diplômée arrive à se projeter dans son futur par rapport à une vie professionnelle, des ambitions de carrière et une vie familiale? Et là, on a aussi peut-être des messages à faire passer parce que souvent, elles s'auto-censurent, malheureusement. Voilà, donc là aussi, tout un passage de témoin à faire qui aurait à nouveau toute sa place à l'université.
Oui, il y a une question quand même qui me brûle les lèvres et que je vais me permettre de vous poser. Je ne veux pas vous embarrasser, mais quand j'ai lu votre histoire, ce qui vous est arrivé, est-ce que vous pensez que ce qui vous est arrivé en Turquie pouvait être lié au fait que vous ayez été une femme qui ait voulu faire ce genre de recherche? Pensez-vous que votre côté femme a pu déclencher encore plus d'événements à votre égard ou vous pensez que ce n'était pas lié à ça? Voilà. Est-ce que, femme ayant fait ce type de recherche dans votre pays, est-ce que ça a contribué à rendre les choses encore plus difficiles? Oui, c'est difficile de réfléchir, de discuter sur un cas que j'ai vécu, que je suis un sujet, mais quand on réfléchit vraiment avec sang-froid ce que j'ai vécu, je crois que le fait que je suis une femme a beaucoup joué, pas le déclenchement du processus peut-être, mais comment ça a évolué, ça a beaucoup... L'ampleur? Oui, parce que premièrement, moi j'étais une chercheuse, et c'était un problème très éthique. Et je ne voulais pas donner les noms les personnes que j'ai interviewées. C'était ça le problème. Alors je pouvais être un homme aussi. Alors, j'étais une femme. Mais j'ai remarqué dans les tortures, surtout, que le fait que je suis une femme les perturbe beaucoup. Alors aussi, j'avais travaillé sur plein de choses un peu taboues en Turquie, sur les prostitutions, des transsexuels, la sexualité surtout. Et j'ai entendu dans l'interrogation plein d'insultes autour de mes autres recherches. Mais là, vous pensez être associé. Il disait que tu es turc, tu n'es pas kurde, tu n'es pas arménien, tu es une autre fille. Comment tu peux faire ça? Et toujours, je me sentis comme une petite fille qui est grondée par ses grands-pères. Et après, quand le problème a évolué, et je suis devenue un symbole de liberté de recherche aussi en Turquie, parce que j'ai eu une grande solidarité autour de moi. Premièrement, c'était mon université qui m'a soutenue, tout le département et les autres départements aussi. Mais après, j'ai senti que comme je suis devenue un symbole et femme, et qui ose discuter les différents problèmes, surtout la sexualité, la légalité, le féminisme, etc. Tout le monde écrit dans les journaux ça, et ça a beaucoup joué un grand rôle de comment il a pris l'ampleur ce problème. Et après, en tant que femme, j'ai eu beaucoup de menaces, surtout sexistes, beaucoup de violences sexistes aussi au niveau de la police ou bien des officiels. C'est pas dans la société, mais j'ai beaucoup vécu. Et il y avait beaucoup des articles sur moi, sur ma vie privée, etc. Alors j'ai beaucoup vécu en tant que femme. Mais toujours... je savais que, parce que je n'étais pas une personne inconsciente, je suis sociologue et j'avais fait plein de recherches sur le contexte où je vis. Alors je savais bien cette articulation entre le patriarcat et le militarisme, comment ils utilisent tous les stéréotypes de sexe, etc. Alors ça ne m'a pas beaucoup, comment on dit, ça m'a pas beaucoup influencé. Affecté. Ça m'a pas beaucoup affecté, mais ce n'était pas facile aussi. Je peux dire ça. Et donc vous, aujourd'hui, vous pensez que si vous aviez été un homme et que vous auriez fait ces mêmes recherches dans ce même contexte, il n'y aurait peut-être pas eu autant de répercussions, autant de dimensions, ou pour vous, là, ça n'a pas joué, le côté homme-femme? Et je peux vous dire qu'en Turquie, il y a beaucoup de chercheurs qui sont en prison, qui sont persécutés à cause de leurs recherches. Il y a beaucoup d'hommes et femmes aussi. Mais dans mon cas,
c'est vraiment a pris une grande dimension médiatique surtout. Et je vous ai dit sur ma vie privée aussi, ils ont dit que je vais marier avec je ne sais pas qui. Alors il y a des magazines sur moi plein dans les journaux. Alors vraiment, j'ai dû lutter sur plein de choses. Alors il y avait des femmes qui n'ont pas vécu ça. Il y avait des chercheuses qui étaient persécutées mais qui n'ont pas vécu ça. Mais moi j'étais aussi une femme qui s'est intéressée, qui questionnait aussi le problème de sexualité, le problème de genre dans les sociétés, qui voulait ouvrir les couvercles, etc., qui a travaillé sur l'orientation sexuelle, etc. Alors, je crois que tous mes différentes recherches, tous mes différents questionnements aussi ont joué un rôle. C'est pas seulement le fait que je suis une femme, oui, le fait que je suis une femme aussi, ça a joué un rôle, mais deuxièmement, tous mes autres recherches aussi, qui les a, je crois, que dérangées aussi. Mais je peux vous dire une dernière chose, quand vous résistez, quand vous continuez à résister, quand vous continuez à poser des questions, à soutenir votre recherche, et vous voyez dans la nouvelle génération, un courage, surtout chez les chercheuses, chez les jeunes chercheuses, un courage pour dire que moi aussi je veux faire la même chose. Et maintenant je vois qu'elles vont plus en avant que moi. Et donc, est-ce qu'on peut dire que vous sentez avoir été un modèle pour cette nouvelle génération qui arrive? Moi, je n'ai pas choisi d'être modèle. Bien sûr. Vraiment, je n'ai pas choisi ça. Est-ce que vous pensez l'être? Oui, malgré moi, oui. Mais seulement pour moi, parce qu'on a discuté plein de choses avec vous sur le pouvoir, sur les rapports sociaux de sexe, sur l'égalité, etc. Alors si vous croyez à quelque chose, parce que pour moi l'éthique c'est très important. L'éthique, pour moi c'est plus important. L'éthique c'est les libertés, liberté de recherche. Et ça touche à l'égalité, ça touche à plein de choses. Alors si vous continuez à le faire, si vous résistez à soutenir cette éthique, vous allez gagner, je crois. Je l'espère pour vous.